Tu crois peut-être tout connaître des loups-garous, mais il y a en France d'anciennes et surprenantes traditions et récits populaires sur ces monstres. Dans cette vidéo, nous allons enrichir notre connaissance du bestiaire surnaturel français en allant à la découverte de 5 légendes oubliées de nos régions. Dans ces traditions populaires, la lycanthropie ne respecte pas les codes et apparaît sous différentes formes. Imaginez, certains de ces monstres se transforment en sangliers, en chiens, voire en chevaux ou moutons. La transformation en loup apparaît si importante, mais le folklore ne suit pas vraiment nos codifications simplistes, et la présence de la métamorphose est parfois implicite. Et pourtant, c'est bien à la figure thématique du loup-garou que nous avons affaire. La transformation se déroulait dans l'obscurité de la nuit. Le loup-garou retirait et cachait ses vêtements pour se transformer. Il abandonnait ainsi les symboles de son humanité. Cependant, il se rendait vulnérable, car si quelqu'un subtilisait sa tenue, il ne pouvait réintégrer sa forme humaine avant de l'avoir retrouvée. La course nocturne qui s'ensuit est la trame commune de la croyance au loup-garou. Elle est connue sous le nom de garouage, ou d'une de ses variantes. Selon l'origine de sa malédiction, le loup-garou peut agir de manière agressive durant celle-ci, traquant les passants ou le bétail, ou bien adopter une attitude plus passive, fuyant à l'approche de l'homme. Car, en effet, les loups-garous prenaient des formes bien différentes selon les départements de France. Dans les recoins sombres du pays d'Hôte, une région agricole au sud-ouest de Troyes, rôdait le voire-loup. Cette créature était un changeur de peau, aux intentions sinistres. Il possédait le pouvoir de se métamorphoser en animaux, bien sûr en loup, mais également en renard, en chat ou en bouc. Cette dernière forme trahit l'origine du pouvoir du monstre. Le voire-loup était un homme, ou une femme, coupable des 7 péchés capitaux, qui avait fait un pacte avec le diable. Il gagnait ainsi la capacité de se transformer en bête sauvage. Poussé par une haine dévorante, il s'élançait dans la campagne pour semer la terreur. Cette transformation était volontaire. Les voire-loups avaient pleine conscience de leur action et agissaient par pure malice. À minuit, ils appliquaient un onguent alchimique sur le bas de leur corps et adressaient une supplique au diable qui en retour leur conférait leur forme animale. Sous cette apparence, ils devenaient presque invulnérables. Mais en contrepartie, les blessures qu'ils subissaient au cours de la nuit étaient transférées à leur corps humain, les rendant reconnaissables dès que le soleil se levait. En plein jour, une sensation de vulnérabilité les envahissait, les incitant à espionner discrètement les autres villageois. Ils étaient déterminés à préserver leur secret, et si par mégarde l'un de ces villageois commençait à évoquer la présence d'une étrange bête rôdant la nuit autour du village, le folklore racontait que le voire-loup ne tardait pas à lui rendre une désagréable visite nocturne. La vallée de la Loire abritait une créature similaire au voire-loup, la birette. C'était une entité principalement féminine. Elle faisait l'acquisition de son don de métamorphose grâce à un accord passé avec le diable. Tout comme le voire-loup, elle ne se limitait pas à la forme d'un loup. On lui prêtait de nombreuses apparences, telles que l'ours, le cerf ou le sanglier. Dans cette région, leur course nocturne était appelée courir la birette. La nuit, ces femmes transformées se précipitaient à travers les champs et les sentiers encaissés, traquant le bétail ou les voyageurs rentrant de leur labeur. Tout comme le voire-loup, la birette portait les cicatrices des blessures subies sous sa forme animale lorsqu'elle redevient humaine. Le pacte diabolique donnait naissance à une lignée de birettes, car cette malédiction se transmettait de manière héréditaire à l'aîné de la famille, peu importe sa dévotion. Bien qu'étant catégorisée comme un loup-garou, la figure de la birette était souvent associée à celle de spectre errant, une sorte de dame blanche qui hantait et terrorisait les voyageurs. Autre loup-garou femelle, la garache est maudite à prendre chaque nuit la forme d'un loup et à courir la campagne. On la retrouve dans le folklore de la Vendée et du Poitou. On entre ici dans la catégorie de loups-garous français qui sont créés non par un pacte avec le diable, mais par la punition divine. Comme souvent dans le folklore, la ligne de l'Église se sépare de la tradition populaire. L'Église considérait que croire en la transformation d'un individu en une autre espèce était une adhésion à des croyances païennes. Jusqu'en 1682, la loi du Royaume de France poursuivait les cas de folie louvière comme des actes de sorcellerie, des actions punies du bûcher.
Cependant, les récits populaires propagent l'idée d'une implication active des religieux dans la croyance aux lycanthropes. Seul Dieu avait le pouvoir de transformer un homme en une autre créature. Il devait donc être impliqué. Que se passe-t-il lorsqu'un crime est commis, mais qu'il reste impossible de déterminer qui est le coupable? Dans le cas présent, la coupable était métamorphosée en Garash, une créature condamnée à revêtir chaque nuit la peau d'une bête et à se lancer dans une course folle à travers 7 paroisses pendant un nombre d'années dépendant de la gravité de son crime. Au cours de sa course nocturne, la Garash ne ressentait ni malice ni agressivité envers les êtres humains. Bien qu'elle puisse les effrayer, son objectif ultime était de demeurer dissimulée, de payer sa pénitence dans la honte et l'anonymité. Abattre une Garash pouvait se terminer en tragédie, car une fois débarrassé de sa peau animale, le chasseur risquait de découvrir, à la place du loup, le corps d'une amie ou d'un être aimé. Les Varous proviennent des légendes normandes et sont le résultat d'une malédiction prononcée directement par l'Église. Lorsqu'un criminel n'est pas identifié, le curé lance 3 appels à la population. Si au terme de ceux-ci, les témoins ou les coupables du crime ne se présentent pas aux autorités, ils sont maudits au varouage, l'appellation locale de la course nocturne du loup-garou. S'il est vivant, le varou est contraint de se lancer chaque nuit dans la nature et de courir jusqu'à l'épuisement, harcelé par des démons criards. Il est alors relativement inoffensif aux hommes. D'ailleurs, malgré la relation évidente entre les termes de varou et de garou, les sources ne mettent pas l'accent sur l'importance d'une transformation animale. La malédiction du varou dure 7 longues années. Mais il existe un moyen de lui épargner cette peine en le piquant entre les yeux avec un couteau. Mais attention, rater cette opération peut non seulement causer d'atroces souffrances, mais aussi réinitialiser le décompte de la malédiction. Une solution plus expéditive et radicale pour éliminer un varou était, dit-on, d'utiliser une balle chargée d'eau bénite. Pourtant, ce qui rendait la malédiction du varou particulièrement unique, c'était sa capacité à poursuivre sa victime, même après sa mort. Dans ce cas, le défunt était contraint de s'échapper de sa tombe pour perpétuer le varouage. Ce revenant devenait une âme damnée, et sa nature devenait bien plus agressive. Les légendes de Normandie d'Amélie Bosquet font remonter la croyance au Moyen Âge, mais celle-ci a perduré jusqu'au XIXe siècle. Lorsqu'un varou revenait à la vie, la nuit, hurlant et enveloppé de flammes surnaturelles, il incombait au curé de protéger les villageois, étant le gardien des cimetières. À la moindre alerte, lorsque les cris résonnaient et que les flammes tourbillonnaient, il se lançait à la recherche de la tombe où le défunt n'avait pas trouvé le repos. Une procédure bien particulière s'ensuivait pour s'occuper du cadavre impur. Armé d'une bêche neuve, il exhumait le corps et sectionnait sa tête. Ensuite, le curé tentait de la jeter dans la rivière la plus proche. Mais selon la tradition populaire, cette opération attirait des chiens voraces, envoyés par le diable, rendant la tâche ardue et dangereuse. Au coin du feu, dans les chaumières du sud et de l'ouest de la France, les parents racontaient aux enfants l'histoire de la galipote, pour les dissuader de s'aventurer trop loin, à l'extérieur la nuit. Lorsque la nuit tombe et que les nuages recouvrent la lune, la galipote se glisse dans la campagne, rôdant autour des maisons des villages, se cachant dans les recoins sombres. Elle épie les habitants, suit discrètement les passants isolés, et lorsqu'ils sont le plus vulnérables, elle bondit sur leur dos et s'y agrippe fermement, pesant de tout son poids pour les écraser puis les étouffer. Lorsque les enfants jouaient le soir sans supervision, elle se changeait en un animal inoffensif et les entraînait dans les bois, d'où ils ne revenaient jamais. La ganipote est donc également un croque-mitaine. Sa métamorphose est le résultat d'un sortilège, l'œuvre d'un sorcier, qui se cible lui-même ou afflige la malédiction à un tiers. On dit que si la transformation pouvait être physique, comme celle du loup-garou, le sort peut extraire l'âme de la victime pour la placer dans une bête sauvage. La ganipote agissant alors de façon indépendante de son corps d'origine. Les personnes mal intentionnées utilisaient alors cette forme pour attaquer ou effrayer les autres habitants. La transformation dépendait du talent du sorcier, seuls les plus expérimentés arrivant à prendre la forme du loup. Lorsque la bête parcourait la campagne, lorsqu'elle courait la ganipote,
Elles tentaient de monter sur les dos des voyageurs nocturnes jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'épuisement. Maintenant, tu connais quelques créatures spécifiques à la culture française. Si tu souhaites découvrir les créatures qui hantaient les côtes et les mers de France, clique sur la vidéo que tu vois à l'écran.